écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 tous les jours avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin la productrice et présidente de Banijay France, Alexia Laroche-Joubert. Alors Banijay, il faut expliquer, c'est le numéro 1 de la production d'émissions de flux en France, donc tout ce qui n'est pas de la fiction ou du doc, ce qui ne vous empêche pas d'en faire d'ailleurs. Exactement, on fait beaucoup de doc et beaucoup de fiction aussi. On est 4e producteur de fiction en France. Et avec des grandes marques comme Koh-Lanta, Fort Boyard, Les 12 coups de midi, N'oubliez pas les paroles, Les enfants de la télé, La Starac, L'île de la tentation ou Secret Story qui revient bientôt. Vous arrivez d'ailleurs à suivre de près ou de loin toutes ces émissions, à aller encore un peu en tournage? Ça fait beaucoup, puis surtout je lis quasiment tous les synopsis qui sortent des sociétés de fiction. Ah, en plus. Ah oui. Donc ça fait énormément. Par exemple, mardi dernier, j'étais sur Koh-Lanta et donc voilà, j'essaie de regarder comme ça toujours les premières. Pardon ? Quand vous dites j'étais sur Koh-Lanta. Non, j'étais sur Koh-Lanta, j'étais pas sur l'île puisque j'étais devant mon téléviseur. Ah, d'accord, ok. Donc voilà, je regardais Koh-Lanta, je regarde toujours les premières et je regarde en général les premières, au milieu et les finales. Ouais. Et donc le final, je serai évidemment sur la finale de Koh-Lanta et je vais devoir un peu avoir un don d'ubiquité parce qu'en même temps on lance Secret Story juste après. Et alors il paraît que vous avez toujours votre téléphone sur sonnerie, même la nuit, au cas où il y aurait un pépin. C'est vrai ça ? Ouais, ça c'est vrai. Mais ça c'est l'époque de Koh-Lanta. Quand vous tournez Koh-Lanta, vous êtes au bout du monde. Donc vous avez des time differences, enfin des créneaux horaires un peu différents. Et il faut que vous puissiez réagir à n'importe quel moment. Et c'est compliqué parce que vous êtes toujours dans un demi-coma. Parce qu'il faut quand même que vous soyez très alerte au moment où on vous appelle. Donc et donc j'ai gardé ce réflexe-là. Il y a combien de sociétés au sein de Banijay là, 17. 17 sociétés. 17 pour moitié des sociétés de flux et pour moitié des sociétés de fiction. Et il y a KM, qui est la société de documentaire qu'on a relancée, qui produit le 28 minutes sur Arte, mais qui aussi a relancé énormément de documentaires, dont un très beau documentaire qui va bientôt arriver sur Verdun. Mais alors il y a une société qui a quitté le giron de Banijay, c'est celle de Cyril Hanouna. Ouais. Pour quelle raison ? Pourquoi vous êtes séparés ? Il voulait partir et j'ai une expression qui est une vieille expression, on ne fait pas boire un âne qui ne veut pas boire. Donc il y a un moment, je pense qu'on a vécu une très belle aventure ensemble. En l'occurrence, moi je fais partie des gens qui l'ont amené dans le groupe. J'ai été très heureuse avec lui de partager ces 13 ans ensemble. Et puis à un moment, il avait envie d'autre chose. Il fait autre chose. Ouais. Il reste toujours actionnaire du groupe. Il était assez critique sur les émissions de Banijay dans son émission. On se faisait défoncer. Non, il n'était pas critique, vous êtes bien gentil. On se faisait défoncer la gueule. Oui. Donc moi j'avais d'un côté Nagui. De cette décision aussi ? Non, alors je pense que c'est pas ce qui a amené cette décision-là. Il s'avère que c'est plus simple pour moi que d'avoir Denis Brognard ou Nagui au téléphone qui hurle en disant essaie de maîtriser le garçon sur le chaîne. Non, c'est vraiment une volonté entrepreneuriale qu'il avait et franchement, ça a été une coopération qui a été extrêmement enrichissante pour l'un et pour l'autre. Mais ça rend votre quotidien plus apaisé, de ce que je comprends. Oui, c'est un peu plus calme. C'est un peu plus calme. Et alors, vous devez piloter toutes ces sociétés, Alexia Laroche-Joubert, dans une période quand même, je le disais, de grande transformation pour la télé, de baisse des audiences et donc des budgets. Toutes les chaînes sont concernées. En fait, votre boulot aujourd'hui, c'est de résister à la décroissance. Alors, c'est pas de résister. Alors, moi, j'ai la chance d'être à la tête de marques qui sont emblématiques pour toutes les chaînes dont vous parlez. C'est-à-dire que ça soit Fort Boyard, N'oubliez pas les paroles, Koh-Lanta, Starac, Secret, etc. On en a parlé il y a 2 secondes. Donc, c'est pivot pour elle. Donc, on va dire que moi, je suis plutôt dans une position assez protégée par rapport à des camarades qui sont plus fragiles et plus attaqués. Néanmoins, on est très contributif aux difficultés que connaissent nos clients, que ça soit les 5% qu'on nous a demandé sur tous nos programmes de baisse, ça c'est à France Télévisions, quand on leur a demandé eux-mêmes des économies. Il faut savoir que France Télé, je donne des petits chiffres, mais ils ont dû faire 200 millions d'économies par rapport à leur trajectoire initiale. Donc sur 3 ans. Donc c'est quand même beaucoup. C'est une baisse de dotation de l'État, quoi. Ouais, c'est une baisse de dotation de l'État et des économies à faire. Donc il y a ça, il y a TF1 et M6 qui sont en difficulté avec la publicité puisqu'ils ont annoncé. En parle moins, mais eux aussi demandent des réductions. Bien sûr. Et au premier trimestre, ils ont perdu 7% de chiffre d'affaires de revenus publicitaires. Donc ça a évidemment un impact. Moi, mon but, c'est d'amener le groupe à passer cette phase de transformation et à trouver de nouveaux relais de croissance. Il faut savoir qu'on est très innovant. On tente énormément de choses. Donc je pense qu'on prend des risques. On a par exemple la tournée Starac ou la tournée Drag Race, c'est nous. Ouais. On va sur des nouveaux territoires. On est disruptif.
On va parler de ces nouveaux territoires et notamment de cette conquête de YouTube que vous allez tenter aussi dans les années à venir. Mais d'abord, pour les programmes télé, concrètement, ça veut dire moins de moyens. Je ne sais pas, pour Secret Story, pour Fort Boyard. Vous rognez sur quoi, en fait? Est-ce que vous rognez sur votre marge? Moi, ce que je dis, c'est que, alors évidemment, on rogne sur nos marges. Quand France Télévisions nous demande moins 5%, c'est directement sur nos marges. Il y a un moment, je ne peux pas produire plus à l'économie un Fort Boyard. C'est extrêmement complexe comme production. On est 300 sur le Fort. Donc, on est 150 sur le Fort, on est 400 sur Koh-Lanta. Donc, il y a un moment, évidemment, c'est sur nos marges. Et puis après, il y a quand même des nouvelles méthodologies de production qui sont mises en place. Il y a des... On réduit le nombre d'épisodes parfois? Ouais, ça peut être des réductions d'épisodes, ou inversement, on essaie d'avoir un peu plus d'épisodes ou plus de rediffusions. Enfin voilà, on trouve des modèles économiques à adapter. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut faire très attention. L'offre quand même télévisuelle est très importante pour le public. Quand on demande à France Télévisions des économies, il ne faut pas qu'elle rogne sur les programmes. C'est quand même sa première mission, c'est de proposer des programmes de télévision à ses téléspectateurs. Si on attaque les programmes, d'une certaine façon, on ne contente pas ces téléspectateurs. Il y a d'autres moyens, à mon avis, de trouver des économies. Aller les chercher dans la masse salariale, par exemple. Alors ça, c'est à Delphine Ernotte de travailler à ce sujet-là, mais il faut toujours faire attention de préserver quand même son bassin d'audience. Et quand je parle, nous on produit énormément de jeux, les jeux sont une clé d'entrée par exemple pour rentrer dans France Télévisions. C'est-à-dire que c'est populaire, ça marche très bien, c'est des jeux qui sont adaptés au service public, soit on retrace les grands tubes pour les paroles, soit c'est de la culture G, etc. Et donc il faut préserver cela. Mais alors vous avez vu que c'est pas du tout les préconisations du rapporteur Charles Alontle, suite à cette commission sur l'audiovisuel public où vous avez été auditionné d'ailleurs, Alexia Laroche-Joubert, comme l'une des grandes productrices qui sert aussi le service public. Vous avez vu qu'il préconise plutôt de réduire fortement justement le nombre de jeux, de divertissements, de produire davantage en interne. Tout ça, ça vous arrange pas du tout? Alors, la production en interne, pour nous, c'est un non-sujet, puisque nos programmes, on est propriétaire de ce qu'on appelle la marque. Donc, ils ne peuvent pas le produire en interne. Et en plus, ce qui a été dit même par les équipes de France Télévisions, et je pense à Christian Vion, qui était le directeur des productions de France Télé, internaliser ce type de programme, au-delà du fait qu'il n'y a pas toujours l'expertise, ça coûterait plus cher. Donc nous, là-dessus, on n'est pas très inquiétés. Sur sa réflexion sur les jeux, je vous l'ai dit, les jeux, c'est une clé d'entrée. Donc ça serait une erreur stratégique que de faire un France... Enfin, il y a déjà Arte. Donc laissons à France Télévisions son côté populaire et avec des propositions qui sont adaptées à tout public. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui disent que justement c'est pas le rôle du service public que d'aller vers le divertissement, de divertir les gens, mais plutôt de les cultiver. Ouais, mais vous comprenez cette idée-là? Quand vous regardez la BBC, quand vous regardez la RAI, tous ont des émissions de divertissement et quelquefois même des émissions comme The Voice, donc des émissions qui appartiennent ici en France à TF1. Donc pour moi c'est une méconnaissance des attentes du public. Et quand vous n'aurez plus ces gens qui rentrent par cette voie-là, et ben ces gens-là ne resteront plus aussi pour les autres programmes. Et quand on voit la puissance des paroles qui ne coûtent rien au service public et qui rapportent même au service public, puisque c'est là où on fait la publicité, c'est aussi un énorme couloir de montée d'audience pour le JT. Donc tout ça, c'est comme une histoire de domino. C'est-à-dire vous enlevez un domino et tout s'effondre. Vous êtes allé plus loin même lors de votre audition, vous avez dit même il devrait faire de la télé-réalité par exemple, il ne devrait pas se l'interdire en tout cas. Non, moi ce que j'ai dit, c'est que la décision qui a été prise il y a 20 ans de ne pas faire de la télé-réalité les a coupés du jeune public. Il y a 15 000 manières de faire de la télé-réalité intelligente. Quand j'ai produit le Zoo, c'était une forme de télé-réalité. En fait, quand on suivait des animaux et des soigneurs, et donc c'est une télé-réalité basée sur la méritocratie, c'est-à-dire sur la valeur travail, etc. Je trouve qu'en se coupant de ça, ils se sont coupés des jeunes. Et ça a été une erreur stratégique pour moi du service public. En même temps, c'est vrai qu'on a vu leur tentative, par exemple, avec l'anneau sur France Télé, qui a été une sorte de Koh-Lanta d'hiver. Bon, ça a pas très bien pris. Alors ça, on aurait pu leur dire, parce qu'on a nous-mêmes fait une émission en Italie je crois que c'est sur le Mont Blanc d'ailleurs. Tourner des gens en capuche avec de la buée qui sort, c'est jamais une très bonne idée. Non, c'est pas très bien. Vous auriez pu leur faire gagner un peu de temps, effectivement. Alors en tout cas, un des premiers Mais au moins, ils tentent. Ils ont tenté un truc. Là, et puis il faut aussi parler d'M6 qui tente beaucoup de choses. C'est vrai. Vraiment, TF1, c'est particulier, c'est un leader, donc ils restent sur leurs acquis, etc. Et puis ils ont des marques très emblématiques. Mais M6 tente beaucoup de programmes qui ne sont pas d'ailleurs toujours chez nous. Et il faut les féliciter. Les Traîtres, c'est une réussite. C'est l'une des dernières grandes
c'est vrai, réussite c'est d'M6. vrai. Alors ça va bientôt être chez nous, on va dire en termes d'IP, puisque si nous closons avec Allstream Media, c'est un format de Stream Media. Donc ça veut dire pour les droits, c'est-à-dire que vous allez pouvoir le vendre à l'étranger, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Et alors il y a eu un des succès, et effectivement vous en parliez tout à l'heure, c'est la relance de Star Academy sur TF1. Là c'est un succès aussi, même en termes de vente de disques derrière, parce que ça permet de faire émerger des top artistes. des charts tout le temps. Vous travaillez évidemment sur la prochaine saison. Là on a vu que Michael Goldman allait laisser sa place de directeur. Est-ce que vous seriez prête, vous d'ailleurs, à reprendre ce rôle? Non, moi il y a une anecdote assez drôle. Un jour TF1 m'a demandé de représenter un programme, ma voix s'est arrêtée, c'est-à-dire qu'il m'a posé la question, je n'ai même pas pu répondre. C'est-à-dire que je suis tellement heureuse d'accompagner tous les patrons des filiales que je dirige, de travailler avec eux sur des réflexions, on va dire d'animation ou de format, etc. J'ai pas du tout envie de me remettre à l'antenne. J'ai beaucoup aimé ça. Ça a été très intéressant parce que je produisais le programme en même temps, donc ça me permettait d'être in and out, mais là non. Et on parle de Moziman ou Dicard, ce serait des bonnes idées comme directeur de la Starac? Ça serait de très bonnes idées. Je vous répondrai pas. À suivre. Europe 1, 10h, 11h30. Culture Média. Thomas Hill. Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Dans un instant, on sera avec deux grands chanteurs, Charlie Couture et Kali, qui sont ensemble en duo sur le nouvel album de Charlie Couture. Mais on est toujours avec Alexia Laroche-Joubert, PDG de Banijay France. Et je voulais qu'on parle aussi un peu ce matin de l'avenir des programmes. Une question qui n'a pas été beaucoup abordée justement dans la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Et pourtant, c'est vrai que c'est une question essentiel, c'est où est la créativité aujourd'hui, où est l'avenir des programmes et des producteurs comme vous, Banijay. On a l'impression que la créativité maintenant, elle est un peu en dehors de la télévision. Alors, la question c'est que nous on est créateurs par essence, on est producteurs de contenu, donc qu'on diffuse le contenu sur les broadcasters historiques, sur les streamers ou sur YouTube, on est créatif par nature. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que les canaux se multiplient. Je trouve qu'on est dans une période assez excitante. Alors, elle peut être angoissante pour nos broadcasters historiques, mais pour nous, on se dit, ça nous permet aussi de développer d'autres types de créativité. Je pense par exemple à ce qu'on a fait là récemment avec Domingo sur Twitch, qui a été sur Fort Boyard. C'était hyper intéressant pour nous parce que ça n'a été que des emmerdes techniques. Ah oui. Ah mais ça a été n'importe quoi. Le principe, c'est qu'il était sur Twitch en direct du fort, sauf que le fort est en plein océan, comme on le sait, et que c'est compliqué, et que donc il y avait des ruptures de signal régulièrement. Ah oui. Mais vous savez quoi ? Eh ben, c'est là où on a appris que c'est de ces accidents-là, et moi c'est ce que j'aime en télé aussi, c'est parce que c'est l'imperfection qui rend le direct fort. Ouais. Et moi je dis toujours à mes équipes, c'est super Starac, mais c'est trop bien produit. Ah oui. Il faut à un moment être disruptif, casser les codes, accepter les accidents, accepter tout ça. Ouais, accepter tout ça soit pas parfait. Donc on fait des choses comme ça. Moi j'ai eu la chance, en gros, depuis que j'ai pris le job de patron du groupe, d'avoir une relation très proche de la plupart des youtubeurs et créateurs de contenu. C'est pas pour rien qu'on a signé Stop the Trend. Stop the Trend, c'est un format qui a été fait, qui a été fait par Squeezie. On l'a signé dans le monde entier et on est en négociation là pour l'adapter dans pas mal de pays. Mais donc ça veut dire que c'est lui qui a créé ce format-là. C'est lui qui a créé ce format-là. Équipes, et c'est lui qui l'a produit. C'est lui qui l'a produit et nous, on va le produire et le distribuer à travers le monde. À l'étranger. Ouais. Et donc, on va repérer aussi des talents créatifs avec lesquels on s'associe. Et ça, c'est vrai que la résonance d'un groupe international qui est capable de distribuer votre format à travers le monde, on est les seuls. Oui, mais c'est une façon aussi un peu de raccrocher les wagons, là, justement, sans mauvais jeu de mots. Ouais. Non, mais parce que finalement, c'est pas vous qui l'avez produit, ni créé. Mais est-ce que nous, il faut savoir qu'on a plusieurs entités. On a une entité de production, avec énormément de créativité, et puis on a une entité de distribution. Ouais. Et après, on produit ce qu'on distribue. Donc tout ça, c'est un circuit vertueux dans lequel on travaille. Mais la difficulté pour vous avec les youtubeurs aujourd'hui, c'est que ils arrivent eux-mêmes à produire les choses et à les faire eux-mêmes exister. Mais et ça, c'est vrai que c'est une difficulté supplémentaire pour vous, parce qu'avant, quand une personne avait une idée d'une nouvelle émission de télé, il était obligé de passer par vous. Non, c'est pas. Par exemple, quand on fait le Creator Lab, c'est-à-dire qu'on leur donne nos IP et alors, il faut expliquer ce que c'est ça. Oui, pardon. Ouais. Le Creator Lab, c'est qu'on a donné 5 de nos IP. Les IP, c'est nos formats à des créateurs qui chacun ont pu s'en emparer et les diffuser sur leur chaîne. Vous avez lancé YouTube. Ça l'an dernier.
Voilà. Donc tout ça, c'est des quel passerelles. bilan vous en faites de ça d'ailleurs? Ça a fonctionné? Ouais, ça a très bien fonctionné. Il y a des deuxièmes saisons qui sont prévues pour 2 d'entre eux. Et donc, ça nous permet aussi de leur rapporter quelque chose. Le problème de la télévision, avec la relation avec les youtubeurs et les créateurs de contenu, ça a été un peu méprisant. C'est un peu ce qu'on a vécu bizarrement du cinéma vers la télévision. Et ben, on a reproduit la chose. Moi, j'essaie de me positionner un peu différemment en disant qu'est-ce que je peux leur apporter. Donc, je peux leur apporter un réseau de distribution, je peux leur apporter un réseau de producteurs à travers le monde, et je peux leur apporter des IP. Et par ailleurs, on a quand même un savoir-faire de production quand ils veulent, on va dire, upgrader un programme et le faire à échelle industrielle que eux ne peuvent pas faire. Et puis après, il y a d'autres choses, c'est que aussi, on diffuse, nous, des programmes sur les semis et les semis, pardon, c'est les réseaux sociaux, et sur YouTube. Et on fait, par exemple, Masterchef au Brésil. Ça, c'est une expérience très intéressante. On a été assez disruptif, puisqu'on a créé 4 réseaux de diffusion. Donc, il y a l'APTV, la Free TV, YouTube, et il y a un autre canal qui est, je crois, un OTT particulier. Pardon, je parle peut-être pas un langage... voilà. Et donc, sur plein YouTube... de canaux différents. Ouais, il y a plein de canaux différents. Programme. Et sur YouTube, on a le 24-24. Donc, on fait des choses comme ça. On travaille beaucoup avec les créateurs aussi, par exemple sur nos programmes, où ils viennent sur nos programmes. Sur les Buccaneers, il y a toute une fête sur les Buccaneers, qui est une grosse série anglaise, où avec des influenceurs qui sont venus. Vous avez donc, vu tout ça, c'est plus l'expérience simple. aussi qui a été menée par France Télévisions là, avec les chaises musicales infernales. Avec Florent Père à la présentation, où ça a été d'abord mis sur YouTube et sur France.tv, et puis peut-être cet été, ce sera sur France 2. On voit que les résultats, ils sont compliqués. Là, on a regardé les chiffres sur YouTube. Non, ils sont mauvais, les résultats sur YouTube. Moi, j'ai regardé le programme. Sincèrement, c'est une belle tentative. Je trouve bizarrement qu'ils faisaient encore un peu télé. Ils ne sont pas allés assez loin dans le côté YouTube. Il y a un truc, enfin, c'est comme s'ils avaient pris le ton d'eux, mais avec le ton télé. Donc il y a un truc qui sonne faux. Je pense que vous pouvez pas... Enfin, c'est pour ça que c'est intéressant. Nous, quand on fait un programme pour YouTube, etc., on travaille avec les natifs. Donc à la fois en production, en ligne éditoriale, etc. Donc c'est voilà. Mais par ailleurs, il y avait des bonnes idées. Je crois que la chaise était super bien. Florent Père, moi j'aime beaucoup Florent Père. Donc voilà. Et donc vous avez lancé là chez Banijay une sorte d'incubateur de talent, c'est ça? Ouais. Enfin, quand on a lancé une marketplace qui s'appelle POC pour Proof of Concept, et c'est un. Enfin, quand on s'est dit notre atout, c'est aussi la distribution. Je vous en ai parlé il y a 2 secondes. Donc, il y a des créateurs de contenu qui peuvent uploader leur format. Mettre en ligne, d'autres créateurs de contenu qui sont dans le monde entier qui peuvent les prendre, les produire, et là-dessus il y a des marques qui peuvent aussi se plugger pour les sponsoriser, parce que vous le savez, le modèle économique de YouTube n'est pas du tout le même que le modèle économique des chaînes traditionnelles. Beaucoup avec des sponsors. Voilà, c'est la publicité qui vous permet de produire un programme, enfin les marques en tout cas. En tout cas, on voit que ça bouge beaucoup. Ouais, mais c'est super excitant. Nous, c'est pour ça que vous avez réorganisé Banijay aussi. Ouais, j'ai réorganisé Banijay parce qu'il faut malheureusement, face aussi aux difficultés du secteur traditionnel, il faut s'adapter. Donc, j'ai dû dire au revoir à certains de mes collaborateurs, et c'est une expérience difficile quand vous êtes patron, parce que c'est une chose de dire au revoir à des mauvais, ça en est une autre de dire au revoir à des bons. Mais pour des histoires de compétitivité, il fallait le faire. Et puis par ailleurs, parce qu'il faut probablement qu'on engage aussi d'autres personnes qui soient plus adaptées au changement. Donc ça, on l'avait anticipé. Donc voilà, on est prêt à affronter tout ça. Alexia Laroche-Joubert, donc qui affronte et qui est sur tous les fronts en ce moment en tant que PDG de Banijay France. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur Europe 1. Merci. Et Culture Média.